Alors, rebonjour. Alors, à présent, nous allons traiter de la deuxième partie du titre de ma présentation. Il s'agit de ça, de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter encore plus facilement aux changements à l'aide des nouvelles technologies. Donc, à nouveau, je vais faire ma présentation en bilingue, donc les transparents en allemand et je m'exprimerai en français. Donc, ici, nous avons le titre de cet exposé en allemand. Donc, pour pouvoir s'adapter, il faut d'abord repérer les changements, en être conscient. Alors, de nos jours, cela devient de plus en plus facile grâce justement aux nouvelles technologies. Typiquement, il y a de plus en plus de capteurs qui nous permettent de mieux appréhender les forêts. Les capteurs, par exemple, dans les satellites tels que Sentinel-2, qui survolent tous les 5 jours la Suisse, ou dans les avions, pour les photos aériennes, ça c'est connu, mais le lidar aussi, les drones prennent de plus en plus d'importance. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des photosphères en forêt pour avoir une vision à 360 degrés. Et bien entendu, de faire des relevés en forêt avec son smartphone, par exemple avec Moti, mais il y a toute une série d'applications qui sont à disposition. Donc, si l'on regarde ce qu'on pouvait faire avant, il y a plus de 10 ans de cela, on avait généralement des données tous les 10 ans et il n'y avait pas forcément beaucoup d'informations entre-temps. De nos jours, on a des données plusieurs fois, au moins plusieurs fois par année, hein, typiquement avec Sentinel-2. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est le projet TBK. Donc, c'est un projet que nous avons lancé il y a déjà de cela plusieurs années. Où il s'agit de délimiter les peuplements sur la base de données de télédétection, en particulier les modèles de hauteur de la végétation que l'on peut obtenir avec LIDAR ou avec les données de photos aériennes. Cette délimitation se fait selon la même logique que l'on a lorsqu'on est sur le terrain. Donc les résultats qu'on obtient font du sens aussi d'un point de vue sylvicole et d'un point de vue de la planification forestière. Ici, un exemple. J'ai mis en évidence uniquement les peuplements qui ont une hauteur dominante de plus de 30 mètres. C'est à partir de ce moment-là que la question du rajeunissement se pose. Ce que l'on voit aussi, c'est non seulement les peuplements, mais encore la strate principale, c'est la partie un peu plus foncée hein, qui apparaît. Typiquement ici, on a dans ce peuplement un degré de recouvrement très élevé, alors qu'ici, on voit que le degré de recouvrement est relativement faible. On peut bien entendu le quantifier. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir les changements. TBK, comme c'est un programme, on peut l'appliquer à différents moments et la délimitation se fait toujours de la même. Donc, on peut vraiment comparer différentes situations. Ici, on voit la situation en 2019 ainsi que la situation en 2012 pour ce qui est des peuplements de plus de 30 mètres de hauteur dominante. Et on voit très bien les zones où il y avait des peuplements qui ont disparu, donc les zones qui ont été rajeunies. On peut aller un peu plus dans le détail. Et là, en arrière-fond, on a aussi la strate principale de 2012, ainsi que qui est un peu moins foncée, et la strate principale de 2019, c'est les arbres qui restent. Donc, ça permet de voir euh, où et comment on a réduit le degré de recouvrement, voir quel type de sylviculture on a pratiqué. On peut même aller encore plus loin et mettre en évidence en 2012 les zones qui avaient un degré de recouvrement qui était supérieur à 90%, et ce sur au moins 10 heures. Et typiquement, on voit cette zone ici était fermée en 2012 et en 2019, on a clairement un degré de recouvrement plus faible. On voit qu'on est intervenu selon un mode qui correspond à celui de la coupe sous abri. Tandis que cette zone, elle reste très, très dense. Elle a probablement qu'il y aura relativement peu de rajeunissement à observer. On
peut aller encore plus loin dans l'analyse. On peut aussi voir, analyser les différentes strates, donc la strate principale qu'on avait auparavant, mais aussi la strate intermédiaire et surtout la strate inférieure, hein. Dans la zone où on est intervenu de manière très forte, hein, on voit qu'il y a déjà du rajeunissement qui est en présence, ou tout du moins de la végétation. Ça pourrait être aussi des ronces. Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble grossière de la situation par rapport au rajeunissement. Il est clair qu'il faut aller ensuite sur le terrain pour juger de la qualité de ce rajeunissement. Par contre, dans cette zone, on voit qu'on a presque pas encore de strates inférieures. On va le voir pourquoi. Donc, en fait, ces outils nous permettent non seulement de mieux connaître l'état de la forêt, mais aussi de mieux décrire l'état d'un point de vue sylvicole et puis de pouvoir caractériser les différentes, comment la sylviculture se pratique pour ensuite mieux comprendre ce que l'on peut observer sur le terrain, le résultat qu'on peut observer concrètement, le rajeunissement. Alors, j'ai parlé de 2012-2019, donc on a vu clairement qu'il y a dans cette zone une intervention qui a eu lieu, des coupes de rajeunissement. La question, c'est de savoir quand entre 2012 et 2019. Si l'on regarde les données Sentinel-2, par exemple, en allant sur Van Monitoring, on voit qu'il y a une coupe conséquence qui a lieu en 2018-2019. 2018-2019, donc c'est un peu logique ici, après la coupe, il n'y a pas encore de rajeunissement qui apparaissent. Donc un bon moyen de contrôler le rajeunissement, puis aussi un bon moyen de se perfectionner dans la pratique de cette sylviculture. Ensuite, un autre aspect important, c'est bien entendu le pilotage des écosystèmes forestiers. Là, il est très important de considérer les différentes échelles spatiales et temporelles et faire en sorte qu'on ait une cohérence entre ces échelles spatiales. Si sur le long terme, j'ai une volonté, par exemple, de réduire les périodes de production de l'épicéa en plaine à cause des risques, le botryche, coup de vent, etc., mais aussi pourriture de bois, il y aura probablement un impact en termes de surface totale à rajeunir, de possibilités. Donc c'est important de maintenir cette cohérence. Et pour ce faire, c'est utile, bien entendu, d'avoir un outil qui permet de piloter le développement des écosystèmes forestiers, qui nous permet d'élaborer différentes variantes, hein. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, d'être créatif, hein, dans la recherche de solutions intéressantes, tenant compte des attentes du propriétaire, mais aussi celles de la société, de pouvoir se projeter dans l'avenir avec la simulation, de pouvoir justement assurer la cohérence entre les différentes échelles spatio-temporelles, aussi de pouvoir assurer un controlling. Et puis, si on a un cockpit, il y a la possibilité aussi de partager le travail, par exemple, avec le propriétaire forestier, donc d'élaborer les variantes de gestion ensemble. Par exemple, ici, on a le VIS2, je ne veux pas entrer dans le détail, mais grand avantage avec les données de monitoring, ces données qu'on a régulièrement, c'est qu'on peut utiliser ce cockpit régulièrement pour aussi contrôler où on se situe par rapport aux objectifs. On a la possibilité dans ce cockpit de prendre des décisions fondamentales par rapport aux compositions en essence, les pertes de production, les dimensions cibles, de voir quelles sont les conséquences à long terme de ces décisions, en particulier pour les générations futures, mais aussi de voir ce qu'il faudrait entreprendre ces 10 prochaines années en termes de possibilités, en termes de surface totale à rajeunir, etc. Un autre élément intéressant de ces nouvelles technologies, c'est de se perfectionner au niveau des pratiques sylvicoles, comme je l'ai déjà signalé au niveau du monitoring, mais là d'aller beaucoup plus loin dans le détail, perfectionner les concepts de production. Là, juste un exemple, nous avons cette surface de chêne extrêmement dense en 2016 qui a été traitée avec une intervention relativement forte, plus de 30% de la surface terrière en moins. Et l'on voit le résultat, les gourmands, mais aussi les ronces au sol, peu propices à l'établissement d'un peuplement accessoire susceptible d'éviter d'avoir autant de ronces, de gourmands. Donc là, on voit qu'on a une situation où ça n'a pas trop marché,
Avec le projet martelage Silvatech, on a la volonté de documenter des surfaces hein, sur lesquelles on applique certaines pratiques sylvicoles, voir les conséquences, et puis disposer de pouvoir décrire l'état actuel, les changements de manière détaillée, y compris avec des photosphères, pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et puis pouvoir améliorer les concepts de son et d'éclaircie. Voilà, ça c'est pour le troisième aspect. Donc, quelques exemples qui permettent de faciliter la gestion des écosystèmes forestiers et puis de s'adapter en permanence. Une notion fondamentale avec toutes ces données hein, que l'on obtient, c'est l'information. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? On en reçoit toujours de plus en plus. Et pour ça, j'aime bien cette représentation. Déjà, la description de ce qu'est l'information, c'est une réponse utile à une question concrète. Hein. Donc, il faut être soi-même actif, réfléchir. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur les écosystèmes forestiers, sur leur gestion? Et puis, il faut être capable de créer des réponses qui sont utiles, hein, que je vais pouvoir utiliser pour prendre mes décisions. Typiquement, quelle est la composition naissance actuellement? Où est-ce que j'ai fait mes dernières coupes de rajeunissement, etc., comme je l'ai montré auparavant. Et là, c'est important de bien faire la distinction entre le besoin, exprimer la demande, exprimer l'offre. Donc, le besoin, il va être déduit de la tâche à effectuer, des objectifs à atteindre, des conditions cadres, alors que la demande, elle se fait de manière plus subjective, hein, selon l'expérience qu'on a fait jusqu'à maintenant, de quoi ai-je besoin. Et puis l'offre, c'est tout ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce que je peux utiliser? Puis là, ce qui est important, c'est de bien voir ce qui est disponible et ce dont j'ai besoin. Ce qui est embêtant, c'est pas de reconnaître, c'est lorsqu'il y a des données qui sont disponibles que je ne reconnais pas comme étant nécessaires. L'idéal, c'est quand on se trouve au milieu, là, lorsqu'il y a un besoin, il y a une offre, et puis je le reconnais comme étant important. Ce qui peut faire perdre beaucoup de temps, c'est ici, au milieu, la partie en vert. Il y a des données, j'ai l'impression que j'en ai besoin, mais en fait, si je regarde la tâche que je dois effectuer, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, avec justement toutes ces données qu'on a de plus en plus, cela devient de plus en plus important de bien réfléchir à ce dont on a vraiment besoin pour prendre ces décisions de gestion. Et ça va certainement être un challenge de plus en plus important ces prochaines années. Voilà, puis un peu de publicité. Nous avons démarré un CAS sur la gestion des écosystèmes forestiers et les nouvelles technologies. Nous avons déjà suffisamment d'inscriptions pour cette année, mais peut-être qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de démarrer l'année prochaine. Très bien. Donc, si vous avez des questions, alors il y a une session questions-réponses qui est prévue le 17 septembre. J'y serai et je répondrai volontiers à toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite tout de bon.